Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au journal régional d'Alizé, édition du soir. Nous sommes le samedi 12 mars. Merci de votre fidélité. Nous recevrons au cours de cette édition le maire de Sainte-Anne, Monsieur Christian Baptiste. Bonsoir, Monsieur Baptiste. Bonsoir à tous. Vous nous parlerez essentiellement de cette lettre ouverte que vous avez co-signée avec le maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Bangou, où vous réclamez la venue de renforts de forces de police, de forces de sécurité, plus généralement en Guadeloupe. Nous y reviendrons dans un instant. Tout d'abord, la Journée internationale de la femme, c'était officiellement le 8 mars. Elle a été célébrée dans plusieurs lieux de Guadeloupe depuis le milieu de la semaine. Mais aujourd'hui, il y avait une grande manifestation départementale quelque peu pilotée par la préfecture. Une manifestation intitulée « Femmes de Guadeloupe, force vive pour un devenir caribéen ». Alors que contient ce slogan à travers des conférences-débats sur des thématiques telles que l'égalité homme-femme en Guadeloupe. Le compte-rendu de Muriel Barlagne. Les femmes de la Caraïbe ont décidé d'unir leurs forces pour mener une réflexion sur leurs conditions et faire avancer les choses. Depuis 2005, un forum les réunit pour débattre sur différentes thématiques qui les concernent. En Guadeloupe, c'est l'association Force et la délégation régionale aux droits de la femme et à l'égalité qui portent ce projet. La prochaine rencontre est prévue en octobre, d'où la journée organisée aujourd'hui au Vélodrome Amédée Détrault en prélude sur le thème « Femmes de Guadeloupe, force vive pour en devenir caribéen ». Nous allons balayer, comme aujourd'hui, les champs de la communication, de la santé, de l'égalité des chances, de la culture, de la ruralité, de la parentalité, autant de questions préoccupantes auxquelles nous devons nous consacrer pour, dans cet environnement caribéen, créer une dynamique commune autour de ces questions de société et tenter, autant que faire se peut, sinon de les résoudre, mais d'apporter notre pierre à l'édifice et de faire avancer les recherches dans ce domaine. Ces différents angles ont été abordés sous forme de mini-débats de 15 minutes. Exemple, les femmes et l'entrepreneuriat. En Guadeloupe, 37% des créateurs d'entreprises sont des femmes. C'est plus que la moyenne nationale qui est de 30%. Michel Berniac est venu parler de son expérience. En décembre 2013, elle a créé une entreprise spécialisée dans la fabrication et l'installation de toilettes sèches et urinoirs sans eau. Un concept innovant qui ne demande qu'à se développer. Aujourd'hui, la chef d'entreprise est à la recherche de fonds et de clients. Pas toujours simple pour elle, mais elle ne se décourage pas. Tout est possible. C'est possible lorsqu'on y croit. Et donc, j'y ai cru. La structure, elle a vu le jour. Et donc, maintenant, elle demande une seule chose, à être développée avec l'accompagnement et l'aide de tous. Nous allons économiser l'eau, nous allons recycler les ressources, puisque les ressources sont recyclables. Nous allons pallier à l'image de la Guadeloupe sur le plan touristique. Nous n'allons plus voir ces matières fécales un peu partout, puisqu'ils vont être... Ces matières vont être dans les toilettes ou dans les urinoirs. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est que nous allons également procéder à l'embauche de salariés pour pouvoir gérer toutes ces structures. Bientôt, ces échanges entre femmes caribéennes pourront se faire en ligne. Un site internet sera lancé pour prolonger les travaux entamés à l'occasion de ces forums auxquels sont invitées des personnes ressources fortes de ces différents pays. Social maintenant avec le syndicat UTC-UGTG, l'Union des travailleurs des collectivités, qui a achevé aujourd'hui son 5e congrès, un congrès qui correspond également au 30e anniversaire du syndicat. Nestorus Favel a été reconduit au secrétariat général et il annonce une véritable offensive dans ce secteur. Reportage Jacques Damprobe. Nestor Favel rempile pour un 3e mandat. C'est l'image forte du 5e congrès de l'UTC-UGTJ. Avec leur chef de file, les 25 membres du conseil syndical auront du pain sur la planche pour défendre la cause des agents des communes. Premier dossier, les carrières. Concernant les examens professionnels, nous faisons un état, nous faisons un bilan, nous savons quel examen qu'a fait, mais c'est vrai, nous on travaille, pas qu'à réussir les examens. Pourquoi? Parce que les conditions pas en place. Il y a dit que la loi a fait obligation pour l'ensemble des collectivités font plein de formation. Les agents de lacunes pour faire former de façon à ramener un peu niveau à eux, faiblesse à eux.
ça n'a pas fait. Alors, en ce sens-là, ça, nous avons exigé que nous signions un accord d'adaptation vers le centre de gestion concernant les examens professionnels dans les catégories C. Autre préoccupation de la section syndicale pour les 3 prochaines années, l'emploi précaire qui concerne de nombreux jeunes utilisés à tour de bras dans les collectivités communales. Ils ont recruté ces jeunes-là, tout le temps, ils ont recruté eux. Et après, là, on fait 3 ans, ils ont lagué encore là. Là, nous avons passé à l'offensive. Nous avons organisé de façon à ce que, quand nous avons fait en 2003, pour nous demander les collectivités jeunes-là d'intégrer l'intégration direct à ce travail-là, parce qu'ils ont été dans une situation précaire. Ils ont fait 3 ans. Après 3 ans, ils ont pressé les concitoyens. Surtout ces gens-là, ils ont répondu aux conditions de vie. Ils ont pris en condition de vie, ils ont fait petit monde, ils ont organisé vie à eux. Et après 3 ans, 4 ans après, ils ont retombé encore dans la précarité. Pour parvenir à ses fins, l'UTC brandit une arme qui a fait ses preuves. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le thème à Congrès, nous dit après 30 ans, nous allons continuer ici pour récolter. Et panga, nous pouvons chouler. Ça veut dire que si nous ne pouvons pas chouler, on est obligé de passer à l'offensive, puisqu'on peut rester debout de Kagadé, nous avons déjà fait assez. Alors nous allons passer à l'offensive. Et certainement, Kenny Grève, oui, nous ne pouvons pas obligé de perdre Kenny Grève, puisque c'est l'une des solutions qui a réglé les problèmes. L'UTC UGTG entend aussi mettre son grain de sel dans les difficultés que traverse la Guadeloupe ces derniers temps. De l'eau au transport en passant par l'électricité, des comptes seront demandés aux élus. Et toujours concernant ce syndicat UGTG, 2e semaine de grève à Canal+, Canalsat, les grévistes qui veulent notamment s'opposer au licenciement de cadres guadeloupéens de l'entreprise ont été condamnés hier par le tribunal pour entrave à la liberté du travail. Ils avaient été assignés devant le juge des référés par la direction qui leur a réclamé 1 500 € par jour de blocage. Justice toujours, en bref, Maître Bernard Pancrel a été désigné aujourd'hui pour succéder au bâtonnier en janvier prochain, de l'ordre des avocats de Guadeloupe, bien sûr. Il y avait 3 concurrents en lice, outre Maître Pancrel, Maître Ernest Danette, Maître Louis-Raphaël Mortan. Maître Pancrel succédera donc à Djamil Ouda. Je vous le disais en vous présentant l'invité de notre édition, Jacques Bangou, le maire de Pointe-à-Pitre, et Christian Baptiste, notre invité, maire de Sainte-Anne, ont adressé cette semaine une lettre ouverte au Premier ministre Manuel Valls, s'inquiétant de la situation de la sécurité en Guadeloupe pour réclamer des renforts, 70 postes permanents supplémentaires. Christian Baptiste, comment en êtes-vous arrivé à ce chiffre? C'est un minimum. Il est vrai que le Parti progressiste démocratique guadeloupéen avait rencontré les syndicats de forces de police et a fait état de la situation. Et c'est vraiment un minimum. En tout cas, nous estimons que la situation que nous vivons dans notre pays en matière de sécurité, je dis bien sûr l'ensemble du territoire, et ce n'est pas une attaque en règle contre les autorités, mais c'est vraiment un cri d'alarme que nous faisons. Bon, nous avons pris cette initiative et nous nous réjouissons d'ailleurs que certains collègues effectivement ont quand même réagi, mais il fallait quand même prendre cette initiative et nous espérons que l'ensemble des collègues élus, aussi des institutions notamment locales, puissent nous accompagner. En tout cas, cette initiative, elle n'est pas vraiment la nôtre au sens que nous voulons nous l'approprier, mais lorsque nous faisons le constat de toutes les agressions depuis le début de l'année, notamment les chiffres en matière d'homicides, les agressions de touristes, nous estimons que nous ne devons pas rester les bras croisés. Et donc en réalité, alors ce chiffre équivaut à ce qu'il y a une époque, il y avait environ 70 ou 80 gendarmes qui avaient été envoyés ici en Guadeloupe autour de la route du Rhum et qui sont repartis. Et on a bien vu que qu'il y a eu ce renfort-là avait montré une certaine efficacité. Une certaine efficacité. Donc on est parti sur cette base. Mais en fait, en réalité, il en faudrait peut-être 150. Plus globalement, on va vous rétorquer que ce ne sont sans doute pas les renforts policiers qui vont régler le problème de la sécurité ou de l'insécurité. Pas du tout. Et je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de le dire, on ne peut pas mettre aussi un policier ou un gendarme
derrière chaque citoyen. Donc bon, et lorsqu'on demande ce renfort, bon évidemment, il y a cette difficulté, cette problématique des zones de police, notamment sur l'agglomération pointoise. Bon, mais enfin, c'est une demande globale sur la Guadeloupe, y compris aussi des forces de gendarmerie, mais en tout état de cause, en fait, de sécurité. Je crois qu'il y a aussi des solutions. C'est vrai qu'en termes de politique publique, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est surtout notre jeunesse qui est en difficulté. Et cette violence, elle est surtout du fait de notre jeunesse, parce que, premièrement, c'est près de 50% de jeunes qui sont au chômage entre 18 et 30 ans. Donc c'est un plan contre le chômage que vous auriez dû réclamer au Premier ministre, peut-être oui, entre autres. Mais je dis que là aussi, nous avons aussi nos responsabilités. Bon, c'est pas simplement le Premier ministre ou l'État. Nous avons aussi, il faut le dire, des responsabilités à prendre en matière d'insertion sociale et professionnelle, l'insertion par l'économie. Mais en tout cas, à partir du moment que le degré d'insécurité arrive à un stade et qui, justement, touche à la sécurité des biens et des personnes, nous sommes un pays touristique. Le tourisme, quelque part, doit être le moteur, mais il faut que ce moteur de l'activité touristique ait un impact sur l'ensemble des secteurs d'activité, que ce soit les artisans, que ce soit le commerce, que ce soit la pêche, que ce soit l'agriculture. Et bien évidemment, si ceux qui font l'attractivité de notre territoire, c'est-à-dire les touristes qui viennent de par un territoire qui soit attractif, et que bon, il y a un problème de sécurité, mais c'est aussi l'économie. Donc, mais cependant, nous disons, pour bien répondre aussi à l'activité économique, quelle qu'elle soit, nos jeunes doivent être construits, doivent être formés. Effectivement, ça passe par la formation, ça passe aussi par en place de politiques au niveau de la famille. Parce que de plus en plus, nous constatons qu'il y a des jeunes femmes qui enfantent, et quelque part derrière, on constate que ces jeunes femmes ou ces jeunes couples... C'est peut-être un problème que les politiques guadeloupéennes n'ont pas, et plus généralement les politiques en Outre-mer n'ont pas mesuré. L'écrivain martiniquais Raphaël Confiant a d'ailleurs appelé ça génération braguette. On en est à peut-être 2-3 générations de jeunes femmes en Guadeloupe qui... ont 2, 3, 4, voire plus d'enfants, et c'est le prix que nous payons aujourd'hui. C'est le prix que nous payons, nous prenons toute la mesure, mais bien évidemment, on ne peut pas laisser aussi empirer cette situation. Il y a des solutions préventives, d'accord, toutes ces solutions au niveau de l'animation sociale d'une manière générale, la prévention sociale, certes, bon, mais dès lors qu'on est dans une situation où ça devient grave, il faut de la sanction. Et derrière, il faut aussi effectivement un service, c'est le pouvoir régalien de l'État, pour pouvoir endiguer ça. Mais nous reconnaissons le fait aussi que nous devons tous nous mettre ensemble pour pouvoir prévenir ce mal à travers un certain nombre de dispositions, de la formation, de l'intégration par l'activité économique, des chantiers d'insertion ou les associations aussi d'insertion par l'activité économique. Je saisis cette phrase, tous nous mettre ensemble, pour évoquer un autre sujet. Tous vous mettre ensemble, c'est ce que vous avez tenté de faire hier sur la question de l'eau, et on voit que vous n'y arrivez pas. Vous vous disputez pour une histoire de syndicat unique ou syndicat mixte ouvert, alors que vous déclarez tous que le problème de l'eau est crucial. Alors je voulais porter une précision. Le syndicat unique était un syndicat mixte ouvert. Toujours été un syndicat mixte ouvert, c'était un syndicat unique. Ce qu'on voulait, c'est que l'ensemble des institutions qui sont en charge de la problématique de l'eau, c'est-à-dire les communautés d'agglomération aujourd'hui, puissent créer avec le département et la région un syndicat unique mixte ouvert. Aujourd'hui, il y a effectivement, et notamment on l'a vu hier, 2 communautés d'agglomération du Sud-Bastère et de Cap-Excellence, bon, qui apparemment, pour cet homme de raison, bien évidemment, ne souhaitent pas ce syndicat unique, mais il reste toujours ouvert. Il n'est plus unique, mais il reste mixte ouvert. Bon, il y a aussi cette solution de dire, oui, on peut... créer une SPL, la société publique locale, sauf que la société publique locale relève uniquement de ceux qui ont la compétence
de la matière. C'est-à-dire que ni le département, ni la région ne pourraient effectivement faire partie de cette société publique locale. Et vous comprenez très bien, uniquement avec les communes ou les communautés d'agglomération, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, il peut toujours y avoir un syndicat mixte ouvert. D'ailleurs, même s'il n'est pas unique, il peut partir, ça peut commencer à partir de la communauté d'agglomération du Nord, Grande Terre, qui peut intégrer le SIAG, parce que là aussi, on veut diaboliser le SIAG. Bon, en tout cas, il peut toujours y avoir un syndicat mixte ouvert et à côté avoir une SPL pour l'exécution. C'est possible. Donc voilà, c'est parce que là aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amalgame. Et bon, mais en tout état de cause, ce que je voudrais dire, c'est que, pourquoi je dis qu'il ne faudrait pas diaboliser le diable, et je le rappelle quand même, que effectivement le SIAG a une dette. Mais ce sont les communes à l'époque qui participaient au SIAG. Ce n'est pas simplement un homme, on veut peut-être stigmatiser Mimi Hernandez, bon, ce n'est pas pour le défendre. Mais je veux dire qu'à l'époque, il y avait un certain nombre de communes. Donc cet héritage est aussi de ceux qui faisaient partie. Donc on a l'impression que c'est une dette qui est arrivée, qui tombe du ciel. Bon, il faut qu'on prenne aussi nos responsabilités. Et même en termes de patrimoine, c'est aussi les communes qui ont participé aussi à ce patrimoine. Donc je crois que moi, aujourd'hui, tous ceux qui veulent aller dans une démarche, effectivement, peut-être de division, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Et nous devons faire en sorte, au mieux, parce que c'est un problème suffisamment grave et crucial pour les Guadeloupéens. Et je le répète que si aujourd'hui nous sommes devant cette réalité, sans effectivement jeter l'anathème sur quiconque, mais peut-être qu'il y a 30 à 40 ans, il y a des décisions qui n'ont pas été prises. Bon, aujourd'hui, il nous appartient de prendre ces décisions pour préparer les générations futures, donc pour 30-40 ans aussi. Rapidement, sur le sujet que nous avons vu précédemment concernant le congrès de l'UGTG, vous êtes inquiet parce que les communes, premiers employeurs de Guadeloupe, manque de formation manifestement, et puis personnel précaire, beaucoup. Non, je ne suis pas inquiet. Pourquoi ? Parce que je prends l'exemple de ma commune, où j'ai établi d'excellentes relations avec les élus syndicaux, les représentants syndicaux. Il y a 3 organisations syndicales. Qu'est-ce que nous faisons ? Régulièrement, pratiquement une fois par mois, nous avons institué une commission ad hoc pour discuter de toutes les problématiques. Bon, et c'est vrai que j'ai trouvé quelques injustices. Notamment, pendant 10 ans, vous avez des agents dont les carrières n'ont pas bougé. C'est 750 000 € au niveau de la ville de Sainte-Anne que nous avons réglé en 2015. Bon, en 2-3 portions. C'est 150 000 € pour la caisse des écoles. Donc, vous voyez, ça fait un montant assez important, parce qu'il y avait une injustice. Et tout de suite, j'ai pris le taureau par les cornes. Et maintenant, nous suivons, notamment j'ai entendu parler du plan de carrière. Bon, nous avons adopté un nouvel organigramme et nous avons mis en place la GPEC, la gestion professionnelle des emplois et des carrières, avec un plan de formation. Je crois que l'important, c'est de toujours travailler en étroite collaboration avec les représentants syndicaux, les élus syndicaux. Bon, évidemment, comme j'ai dit aussi, nous allons faire en fonction des moyens que nous avons, d'autant plus que nous rencontrons un certain nombre de difficultés. Des difficultés financières, absolument. On l'a évoqué ici même. Voilà, donc nous allons faire. Mais je crois que ce qui est important, c'est d'instaurer, j'ai instauré le dialogue, j'ai instauré une méthode de travail, et évidemment, nous avançons petit à petit. Notamment, vous avez par exemple des personnes, ça fait X temps qu'ils sont dans la collectivité, ils sont peut-être à 28 heures ou à 30 heures, enfin en tout cas à temps partiel, et ils ont 59 ans, 60 ans. Eh bien, après, les 40% n'y sont plus lorsqu'ils perçoivent leur retraite. Donc, vous avez des agents, parfois, qui touchent des retraites de 300 € ou de 400 €. Donc, systématiquement, dès lors qu'un agent qui est à temps partiel, on met à temps complet pour lui permettre, effectivement, de toucher. Merci. Voilà. Merci, Christian Baptiste, d'avoir répondu à notre invitation. Mais je vous en prie. Et à nos questions. Je vous en prie. Alors, on n'aura pas le temps de parler de la carugette qui arrive chez vous. Le 18 mars. On le fera une autre fois. Nous invitons tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Le Zika s'attaquerait bien au cerveau des médecins de l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Ils viennent d'établir un lien entre la contamination du virus et une méningoencéphalite sur un patient atteint par le virus dans le Pacifique.
Autre information concernant ce Zika, il a atteint la Réunion. Le premier cas a été révélé cette semaine, un malade qui avait séjourné à la Martinique. Et je vous rappelle, le dernier bilan épidémiologique fourni par l'ARS en Guadeloupe au 9 mars, on totalisait 77 cas de contamination biologiquement confirmés. On en vient rapidement à l'actualité dans notre grande région avec le Brésil et ces pluies torrentielles qui ont fait quelques 20 morts à Sao Paulo. Et puis l'ancien président Lula qui pourrait bien finir en prison. La ville de Sao Paulo est sous les eaux. Des pluies torrentielles se sont abattues près de la mégalopole brésilienne qui compte plus de 20 millions d'habitants. Au moins 19 morts ont été dénombrés par les secours. 17 personnes ont péri dans un glissement de terrain et 2 autres sont mortes noyées. 8 personnes sont encore portées disparues dans la ville de Mairipora. Elles seraient ensevelies sous les décombres de 2 maisons qui se sont effondrées. Les précipitations ont également provoqué la fermeture de l'aéroport international de Sao Paulo pendant 6 heures vendredi matin et ont interrompu les services de transport de la ville. Ces pluies torrentielles surviennent après 2 ans d'une grave sécheresse dans cet état du sud-est du Brésil. Le parquet de Sao Paulo a requis en milieu de semaine le placement en détention provisoire de l'ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Les procureurs ont réclamé des poursuites pénales pour occultation de patrimoine contre l'ancien chef d'État. Il appartiendra désormais à une juge de Sao Paulo de se prononcer tant sur l'ouverture de poursuites contre Lula que sur son éventuel placement en détention dans un délai qui n'a pas été précisé. Les procureurs de Sao Paulo estiment que l'ex-président a porté atteinte à l'ordre public en appelant le 4 mars dernier la population à descendre dans les rues pour dénoncer la persécution judiciaire dont il se dit l'objet. Les procureurs affirment que sa détention préventive est nécessaire au bon déroulement de l'instruction car Lula se prévaut de sa condition d'ex-président pour se situer au-dessus de la loi. Les procureurs ont jugé l'appel à manifester de Lula comme une provocation à l'encontre du pouvoir judiciaire. Ils précisent que l'ancien président ne peut en aucun cas inciter la population à s'insurger contre les investigations criminelles du ministère public ou la police, pas plus d'ailleurs que contre les décisions du pouvoir judiciaire. Cette affaire intervient dans un climat politique extrêmement lourd, à 3 jours des manifestations nationales appelées par des mouvements d'opposition pour réclamer le départ du pouvoir de la présidente Dilma Rousseff, laquelle est visée par une procédure de destitution. C'est un spectacle sans pareil. 2000 touristes ont assisté à la chute d'un énorme pont de glace du Perito Moreno jeudi en Patagonie, dans le sud de l'Argentine. Le pont de glace reliait une rive du lago Argentino et le glacier. Ce phénomène naturel s'était produit pour la dernière fois il y a 4 ans. Une rivière qui coule sous le glacier a entamé les parois de glace. Des arches se sont formées tous les 4 ans depuis 2004. En 2012, la rupture était survenue de nuit et n'avait pu être filmée. Les chutes de glace se produisent toute l'année sur ce glacier de Patagonie qui avance de 2 mètres par jour en moyenne. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Perito Moreno se trouve à l'extrême sud de la cordillère des Andes, dans la province de Santa Cruz. Retour en Guadeloupe et un mot de football avec la 19e journée du championnat de division d'honneur. Les résultats tombés cet après-midi. D'abord, la Solidarité scolaire et le Sirocco avaient fait match nul hier soir, un but partout. L'AOG et l'Amical Club de Marie-Galante, match nul 0 partout. L'Arsenal de Petit-Bourg a de façon surprenante écrasé le Phare du Canal 3-0. Et puis, alors que l'Étoile revenait ces temps derniers, elle a été stoppée par la Gauloise 3-2, beaucoup de buts au cours de cette rencontre. Ce soir, 2 rencontres sont au programme. Le CSM qui rencontre le CA Marquisa à Petit Canal. Et puis à Bémao, le Red Star de Pointe-à-Pitre reçoit la Juventus de M. Baptiste qui est resté en notre compagnie. Vous suivez encore la Juventus de Sainte-Anne et vous regrettez les années fastes des années 70, je suppose. Oui, mais la Juventus va revenir. Mais je suis la Juventus, je suis aussi le Cactus d'ailleurs qui a 11 points ou 14 points d'avance en promotion d'honneur. Donc il n'y a pas. Donc non, c'est vrai qu'au niveau du football, les équipes tiennent le haut du pavé. Et pas qu'en football chez vous, manifestement. Évidemment, il y a le handball aussi. Voilà. Donc, en fait, je salue tous les sportifs de Sainte-Anne.
Et puis, je l'ai dit, vous recevrez la Carujet chez vous le 18, je crois. Absolument, vendredi 18. Guadeloupe Prestige, grand rassemblement des artisans et des producteurs locaux, c'est à Bouillante depuis hier. C'est devenu un rendez-vous important des savoir-faire guadeloupéens. C'est la 10e édition. On n'en finit pas de découvrir ce qui est fait chez nous-mêmes et que nous ignorons parfois. Et puis ce que nous pouvons faire aussi avec des choses qui sont à portée de main. Karine Gielman. La Guadeloupe prise d'assaut par les artisans locaux qui entendent bien renforcer leur place auprès des Guadeloupéens. Des artisans pour une alliance de la tradition, de l'innovation et du consommé local. Chaque année, un salon prend de l'ampleur. Avec les artisans même, ils mettent tout ce qu'ils font en valeur. Ça fait aussi que notre association progresse et qu'on a un salon comme ça. Et d'année en année, le salon est toujours plus beau. Ce qu'on souhaite, c'est mettre tout ce qu'on fait de nos mains en valeur. L'artisanat, propulser l'artisanat en Guadeloupe, parce que tous les jours, je dis, plus on consomme local, moins on a de déchets. On revient de plus en plus au naturel. Donc certaines personnes reviennent vers les produits naturels, tout ce qui est farine de coco, farine de manioc, des douceurs en tout genre. Des produits locaux, mais aussi plus adaptés au marché guadeloupéen. C'est vrai que pour les femmes, la chaleur, l'humidité fait que les pieds bougent sans cesse. Notre sandale à nous est élastique, ce qui fait qu'elle s'adapte véritablement sur les pieds des personnes, ce qui fait que c'est très utile pour la Guadeloupe. Et encore une fois, comme c'est d'accord de bateau, vous pouvez vous balader au bord de plage et rentrer dans la mer. Des produits plus sains pour notre santé. En fait, les plantes ont des vertus médicinales et nous les ignorons. Quand on a un problème, un mal de tête, on veut utiliser du paracétamol ou encore on veut utiliser du ginseng et tout, on va à la pharmacie. C'est ce réflexe-là qu'on a. Alors que non, on pourrait faire pousser des plantes, quel que soit où nous habitons en Guadeloupe, on pourrait faire pousser dans son jardin, même aussi mettre en pot, faire de la culture hors sol. Un retour à la nature qui permet de retrouver des produits d'antan devenus rares, comme le vin d'orange, une spécialité de la ville de Bouillante. Boisson traditionnelle que les anciens faisaient avant et qui buvaient à la fin de la récolte du café sur les plantations. Et tout ce qu'on produit localement est certainement meilleur que ce qui vient de l'extérieur. Donc les marchés, les foires comme ça sont un bon vecteur pour nous, pour faire connaître les produits qu'on fait. Commercialement mais surtout aussi pour faire connaître la tradition de notre pays. La Guadeloupe Prestige, une vitrine indispensable pour les artisans. C'est la chose la plus importante parce qu'en fin de compte, le consommateur veut connaître le producteur de plus en plus. Donc c'est vrai que quand on met le miel en vente autre part chez un revendeur, c'est vrai qu'ils ne savent pas qui c'est qui est derrière. Et là, on peut expliquer les choses, comment ça se passe. Et là, c'est un contact qui, je pense, qui est très important pour faire connaître le produit, pour expliquer. Parce que tout le monde dit, je connais le miel, c'est du miel. Mais en fin de compte, chaque fleur donne un goût, une saveur, une couleur différente au miel. Et c'est ce qui est important de faire connaître aux gens. Pour ces 10 ans, cette édition du Guadeloupe Prestige est un beau cadeau pour les visiteurs. Des bijoux aux huiles essentielles, des objets prestigieux avec des créateurs et des producteurs accueillants. Avant de nous séparer, comme d'habitude, des nouvelles du temps qu'il fera sur notre archipel demain, bien malheureusement, le temps sera encore maussade comme aujourd'hui, de la pluie sur tout l'archipel et personne ne sera épargné depuis Marie-Galante, les Saintes-Désirades, Grande-Terre et Basse-Terre évidemment. Les températures seront comprises entre 24 et 27 degrés. Au programme sur notre chaîne, dans un instant, bien sûr, le journal de TF1, notre divertissement de la soirée, l'émission The Voice. Je vous donne rendez-vous demain, 12h30. Prochain rendez-vous avec donc l'actualité régionale. Excellente soirée sur Alizé.